Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bien le bonjour chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson qui a l'immense privilège d'être avec vous derrière le micro de Ceci Info 91, la chaîne destinée aux malvoyants et aux non-voyants pour leur offrir des aides concernant l'informatique, les logiciels adaptables, les appareils adaptés, les acquis à la vie quotidienne et une foule d'autres sujets qui peuvent éventuellement intéresser les mal et non-voyants. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série que nous avons entrepris. Jusqu'à date, nous avions 2 fascicules, je crois, concernant la cuisine. Donc, le titre de celui d'aujourd'hui, c'est un peu long, mais on va y aller, c'est la cuisine pour les mâles et non-voyants, numéro 3, série 1, l'organisation de la cuisine, fascicule 2, partie 1, annexe 1, les ustensiles essentiels et facultatifs. Alors voilà, c'est un petit peu un titre à rallonge, mais bon, quand il y a plusieurs séries ou parties, c'est ce que ça donne. Bon, faut bien pouvoir s'y retrouver quand on fait des recherches, quand on fait des recherches, par exemple, sur la page de la chaîne YouTube de Ceci Info 91 pour avoir des sujets précis. Donc voilà, on commence. Bon, nous allons faire une introduction à ce sujet. Bon, cette liste d'ustensiles comportera 4 grandes catégories d'articles de cuisine. Les ustensiles, essentiels ou facultatifs, le matériel de cuisson, le nécessaire d'entretien et le matériel de service. Certains articles sont essentiels à la cuisine de base, d'autres sont facultatifs mais peuvent être fort utiles. Fin de l'introduction. Donc, nous commençons notre sujet sur les ustensiles. Bon, pour la lettre 1A, les ustensiles essentiels à la préparation des aliments. Bon, on commence. 2 plateaux de service. Ils servent à organiser le matériel pour la préparation et facilite le nettoyage durant l'activité. Ils peuvent favoriser l'utilisation de la vision pour nos amis malvoyants s'ils sont de couleurs ayant des contrastes avec les aliments préparés. Il est préférable de choisir des plateaux durables et résistants, en particulier si on y coupe les aliments. La fibre de verre est spécialement recommandée. Le plateau peut aussi
être utilisés pour transporter des contenants et faire le service. Un couteau éplucheur. Sa lame en acier inoxydable pivotante suit le contour des légumes et des fruits pour en retirer la pelure. Son bout pointu sert à enlever les yeux des pommes de terre et les tranchants de la pointe servent à évider les pommes. Il assure une plus grande sécurité que tout autre couteau appelé. Il doit être remplacé dès qu'il est émoussé, car il ne se réaffûte pas. S'assurer que la lame est tranchante des deux côtés de façon à ce que le couteau éplucheur puisse être utilisé par les droitiers et les gauchers. Un ou deux couteaux du chef. Ces couteaux sont pratiques pour couper les aliments par un mouvement de bascule en maintenant la pointe du couteau sur la planche. Il possède une lame rigide, triangulaire, au côté tranchant légèrement recourbé. Le gros couteau du chef a une lame de 25 à 30 cm et il sert à trancher les gros légumes comme le chou, le navet et l'aubergine. Leur manche doit être en bois et plus étroit que la lame pour laisser de la place aux jointures des doigts en coupant. Le couteau à légumes ou couteau d'office a une lame de 7,5 à 10 cm et il est utile pour éplucher, pour hacher de menus aliments comme les fines herbes, pour couper et hacher l'oignon, le céleri, le poivron, émincer la carotte et trancher les fruits mous comme la banane. Deux couteaux dentés. Le premier à lame courte sert à trancher les légumes pulpeux comme la tomate afin de ne pas écraser son intérieur fragile. Sa pointe acérée perce la peau du légume avant le découpage. Le second possède une longue lame de 25 à 30 cm à bourron ou carré et sert à trancher le pain. Ces couteaux ne sont pas affûtables. Donc, quand ils s'émoussent, il faut en acheter des nouveaux. Des ciseaux de cuisine. Ils possèdent des lames forgées en acier de carbone, dont l'une est parfois dentée. Ils servent à couper la ficelle, le papier, les fines herbes. Une râpe. Elle possède 4 faces en acier inoxydable, dont l'une avec des trous à bord lisse pour râper le fromage, 2 autres avec des trous à bord dentelés pour râper les pelures d'orange, et la 4e avec une fente
pour couper les aliments en tranches fines. Une planche à découper. Celle-ci est de préférence en plastique d'entretien facile, car la planche de bois est jugée moins sanitaire. Un plateau en plastique peut tout aussi bien faire l'affaire. Des bols à mélanger. Leur capacité s'échelonne du demi-litre à plusieurs litres. Les bols en acier, inoxydable et en verre sont plus faciles d'entretien et ne retiennent pas les odeurs comme le plastique. Par contre, les bols en plastique avec bec verseur aident à verser leur contenu. Les bols doivent être assez profonds pour y introduire un fouet ou les fouets d'un batteur et être étroits pour limiter les éclaboussures. Leur fond doit être plat et antidérapant pour assurer leur stabilité. Sinon, il faudra le déposer sur un tapis antidérapant. Un gros bol à mélanger peut servir aussi de saladier. Et souvent, ces bols-là sont vendus en kit de plusieurs exemplaires. Ça veut dire que vous avez le plus gros en premier, puis ça va jusqu'au plus petit, puis c'est tout imbriqué les uns dans les autres. La même chose pour leur couvercle. Donc, vous mettez tout ensemble, les plats les uns dans les autres, et puis les couvercles par-dessus. Vous scellez le grand couvercle par-dessus, et tous les petits couvercles vont être par-dessus le plus grand. Ça va faire comme une sorte de petite pyramide. Et puis comme ça, ça prend pas de place, beaucoup de place de rangement dans une armoire, plutôt que d'étaler les plats un côté de l'autre. Un fouet. Il existe des fouets de plusieurs dimensions adaptés à celles des bols à mélanger. En acier inoxydable, le fouet à brin mince travaille mieux les mélanges clairs et celui à gros brin les mélanges épais. Un batteur à œuf ou un batteur électrique à main. Les fouets du batteur doivent être en acier inoxydable et assez longs pour que le mélange ne monte pas plus haut qu'eux. Le batteur à œuf avec des engrenages en nylon est plus silencieux, tandis que le batteur électrique à main est muni d'une commande de vitesse et de 2 fouets amovibles qui facilitent leur nettoyage. Ouais, c'est ça. Tous les ustensiles selon leur usage, ont un bon et un mauvais côté. Bon, si on peut, on est mieux d'avoir tout ce qu'il faut, quitte à prévoir un peu plus d'espace de rangement. Parce que la cuisine, c'est vraiment l'alchimie. L'alchimie, ça prend beaucoup d'instruments. C'est vraiment de la haute technicité, mais quand à force d'en pratiquer, bon, on devient de très bons techniciens, peut-être même de futurs chefs. Qui sait? Une spatule en caoutchouc. Sa large lame de caoutchouc est assez rigide pour remuer les mélanges épais et assez souple pour racler le fond incurvé du bol. Une ou des cuillères en bois de grosseur et de forme variées. Elles doivent être en bois dur à grains fins, par exemple en merisier, en hêtre, en olivier,
ou en buis pour ne pas absorber l'humidité ni la saveur des aliments. Elles sont utiles pour battre les mélanges légers, idéales pour brasser les mélanges consistants, pour brasser les aliments durant la cuisson et pour racler le fond des casseroles. La cuillère en bois est aussi utilisée pour repérer de façon sécuritaire la poignée d'une casserole, un autre ustensile laissé dans une casserole ou encore le bouton d'un couvercle de casserole durant la cuisson. Ben tiens, ça c'est un truc que je savais même pas moi-même, pourtant je cuisine depuis longtemps. Bon, on apprend tous les jours, c'est génial. Le tamis existe en plusieurs grosseurs et correspond à des dimensions de récipients variés. Leur toile est en acier inoxydable et doit être assez fine pour retenir les particules les plus petites, tout en évacuant bien sûr les liquides que vous ne voulez pas, comme les matières trop grasses ou des choses comme ça. Le tamis muni de crochets du côté opposé à la poignée assure sa stabilité lorsqu'il est déposé sur le bord d'un récipient. Le tamis peut être utilisé pour égoutter une petite quantité d'aliments. Une passoire. La passoire à socle est le modèle le plus stable. Munie de poignées et d'un rebord non perforé, elle protège les mains des éclaboussures. Les trous doivent être assez gros pour égoutter rapidement, mais assez fins pour retenir les aliments. Un ensemble de mesures. Elles sont disponibles en acier inoxydable ou en plastique rigide. Une série de bases comprend plusieurs tasses dont les mesures sont métriques ou impériales selon les continents. Il est préférable de choisir celles qui permettent de mesurer à la fois les ingrédients liquides et secs. Dans le cas où la précision est importante, une balance de cuisine sera utile pour mesurer les ingrédients secs. Le fond des tasses doit être plat pour assurer la stabilité. Sachez que dans des boutiques spécialisées pour les non-voyants ou malvoyants, il existe des tasses avec des très gros chiffres dessus. Et souvent, ces chiffres-là, en plus d'être très gros, que les malvoyants peuvent voir, ils peuvent aussi être incrustés dans le plastique embossé. Ça veut dire que quand on touche, avec nos doigts, on voit les chiffres. Bon, on détecte les chiffres. Mais bien sûr, pour ça, il faut que les gens aient appris leurs chiffres numériques comme ils sont écrits par les voyants. Donc, c'est un peu dommage pour ceux qui ne les connaissent pas, mais il faudrait qu'ils puissent apprendre au moins les chiffres de 1 à 0 grâce à des chiffres qu'on leur mettrait sur une feuille thermoformée, par exemple, pour se pratiquer à les lire, avec le chiffre en braille en dessous ou au-dessus, pour qu'ils puissent comprendre que tel chiffre c'est un 1, c'est un autre c'est un 2, et ainsi de suite. Donc ensuite, ils pourraient s'acheter des tasses à mesurer adaptées. Et il faudrait que, bon, pour ceux qui sont totalement aveugles, eh bien,
se procurer des balances de cuisine, comme on dit pour la nourriture, des balances parlantes. Mais bon, ça, vous pouvez en acheter dans les boutiques, ou parfois, si vous demandez un certificat médical ou un formulaire spécial qu'il faut remplir pour avoir une balance, vous pouvez peut-être en faire attribuer une par les services sociaux ou les services qui s'occupent des handicapés dans votre pays, vous en faire attribuer une gratuitement. Mais ça, c'est selon ce qui se passe dans vos pays respectifs. Un ensemble de cuillères doseuses, aussi appelées cuillères à mesurer. La série de base comprend plusieurs cuillères dont les mesures sont métriques ou impériales selon les pays. En acier inoxydable, leurs manches peuvent être recourbées pour former un angle droit, facilitant leur insertion dans un contenant étroit. Il existe aussi un distributeur de liquide deux cuillerées, exemple pour la vanille. Ah, c'est pas bête, je connaissais pas ce doseur-là. Ok. Un ouvre-boîte. Il existe plusieurs modèles. L'ouvre-boîte manuel assure un meilleur contrôle de la manœuvre et il est plus facile à nettoyer que l'ouvre-boîte électrique. L'ouvre-boîte que l'on tient dans la main, manuel ou électrique, est plus efficace que le modèle électrique que l'on dépose sur le comptoir, car il permet d'ouvrir aisément les gros formats. Moi, je vous conseille honnêtement, ce qui est plus sécuritaire, c'est l'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte, comment dirais-je, horizontale. Donc, ça veut dire que l'ouvre-boîte horizontale, par exemple, vous l'ouvrez, et puis les dents, lorsque vous refermez les dents, mais vous les refermez non sur le côté de votre boîte de conserve, mais sur le dessus du couvercle. Donc, une fois que vous avez fini de tourner pour ouvrir votre boîte, eh bien, le haut de la boîte reste accroché après votre ouvre-boîte, donc vous allez le jeter dans la poubelle. Et ainsi, si vous accrochez le haut de votre boîte, ben c'est moins coupant lorsque, tu sais, le tour de la boîte en haut est moins coupant lorsque on enlève le couvercle directement plutôt que lorsqu'on enlève une partie du côté de la boîte en plus du couvercle. Là, c'est très dangereux de se couper et d'attraper le tétanos ou ceux qui ont le diabète d'attraper autre chose. Mais c'est beaucoup plus hygiénique et sécuritaire. Donc, l'ouvre-boîte horizontal, quand je parle de ça, c'est l'ouvre-boîte manuel, pardon. L'ouvre-boîte manuel horizontal et débarrassez. Si vous avez ça, vous êtes non-voyant, débarrassez-vous de vos ouvre-boîtes verticales. Franchement, c'est vraiment trop dangereux. OK. Un décapsuleur. L'une de ces extrémités sert à retirer les capsules des bouteilles et l'autre à percer les boîtes de jus en conserve. Un entonnoir. Il sert à des usages multiples, principalement pour verser dans un contenant dont l'ouverture est étroite. Plusieurs grosseurs sont disponibles. L'extrémité de l'entonnoir doit pouvoir entrer dans le goulot d'une bouteille, d'un petit pot et d'un bocal. L'entonnoir peut être en acier inoxydable ou en plastique. Bon ben, fin de la section 1 pour les ustensiles indispensables.
Maintenant, nous allons parler des ustensiles facultatifs pour la préparation des aliments. Une brosse à légumes. En soie naturelle ou en nylon pour laver les légumes à pelure rugueuse. Par exemple, les pommes de terre. Les pommes de terre, les carottes, les navets, les concombres, les radis, ainsi de suite. Des appareils électroménagers pour couper et mélanger les aliments, tels que le mélangeur, le combiné ou le robot culinaire. Ces appareils ne sont pas indispensables à une cuisine bien équipée. Ils accélèrent et facilitent l'exécution de certaines tâches et ils sont plus coûteux. Mais il faut faire très attention parce que ces appareils sont à l'intérieur sont équipés de, quand vous les démontez pour laver les pièces, sont équipés de couteaux très coupants. Et sachez que ces genres de couteaux-là, il ne faut pas les mettre dans un lavabo de cuisine, mettons plein d'eau avec du savon dedans. Pour les laver, il faut juste les passer en dessous de l'eau bouillante et les laisser sécher, par exemple, dans un égouttoir ou sur où vous mettez un linge à vaisselle sur le comptoir et vous les laissez sécher là. Vous faites très attention, vous approchez ensuite pour les récupérer, pour les remettre dans votre appareil. Donc, si vous n'avez pas une motricité parfaite encore à cause de votre handicap, je vous conseille de ne pas du tout vous servir de ce genre d'appareil. C'est vraiment trop risqué de se couper. Bon. OK. Voilà, chers amis, nous avons fini pour ce fascicule pour les ustensiles essentiels ou facultatifs. Donc, j'espère que cette série vous plaît. Vous vous demandez peut-être pourquoi dans le dernier podcast précédent celui-ci, j'avais commencé à vous expliquer les espaces d'arrangement et pourquoi je saute du coq à l'âne un peu ainsi pour vous parler des différents ustensiles. Ben, c'est parce que ça ne sert à rien de vouloir faire du rangement. Si on n'a pas les ustensiles, si on veut ranger du matériel, ben, on a besoin du matériel avant de pouvoir faire du rangement, ce qui est tout à fait logique. Alors, c'est pour ça que je vais faire dans la partie 1 qui était concernée à l'organisation de la cuisine, je vais faire 4 annexes avant de tomber dans la partie 2. Donc, je vais faire 4 annexes pour les différents ustensiles. Et ensuite, nous reprendrons sur le rangement de la cuisine, l'organisation de la cuisine. Je suis désolé pour ceux qui s'intéressaient plus à l'organisation de la cuisine, mais bon, moi je pense vraiment aux débutants qui n'ont jamais fait de cuisine ou qui ont peur d'essayer, puis mais bon, il faut que les non-voyants et les malvoyants gardent quand même un peu d'autonomie. Il y a assez que souvent on a besoin des voyants pour faire nos courses. Donc, je crois que c'est très important de pouvoir faire de la nourriture et d'être fier de nous donner une occupation dans la journée aussi, une sorte de relaxation, parce que la cuisine, c'est vrai que c'est une forme de thérapie relaxante, c'est de lâcher prise aux problèmes qu'on a dans la tête et se concentrer sur le moment présent, parce que quand on cuisine, c'est pas le temps de partir dans la lune, hein, parce qu'on joue avec des instruments coupants, ou il faut suivre les bons dosages des recettes qu'on a pour justement ne pas risquer de gâcher notre bon repas qu'on essaie de faire. Donc, pour en être fiers nous-mêmes et ensuite pouvoir en parler autour de nous. Écoute, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, j'ai envie d'inviter les amis ou ma mère ou mes soeurs. Tu dis, bon, ben, je t'invite à manger en fin de semaine et puis
ou bien s'il y a un potluck, comme on dit ici, un potluck, c'est plusieurs familles qui s'organisent. Dit, moi je fais la soupe, moi je fais les entrées, et tout le monde amène un petit quelque chose. Donc vous pouvez être fier de vous et amener votre truc, puis là recevoir des compliments. Et, bon, ça fait toujours plaisir, on se voit qu'on est utile à la famille, qu'on n'est pas toujours là juste comme un poids mort, quoi. Qu'on peut justement aider. Donc, franchement, cette série m'excite beaucoup. Je sais que c'est peut-être une série un peu plus technique, mais je pense vraiment que ça a son importance sur la chaîne. Parce que, comme on dit, c'est bien beau l'informatique, mais si on sait faire que l'ordinateur dans notre vie, puis on sait rien faire dans une maison, ben, c'est pas... Puis que les autres font tout à notre place, ben, je suis désolé de le dire, mais... à un moment donné, c'est l'État qui va nous prendre en charge, puis on risque de tomber sous la curatelle, puis de finir nos vies dans des centres. Même si on est encore jeune, on risque de tomber dans des centres spécialisés pour les personnes en fin de vie, ou pour les personnes, dans le fond, qui n'ont aucune autonomie physique. La plupart du temps, on est souvent trop jeune pour aller dans des endroits comme ça, donc ça ne nous convient pas. Donc, il faut être le plus autonome possible pour justement garder nos maisons, garder nos appartements. Et puis, si jamais on rencontre quelqu'un pour faire une vie de couple, pour pas être un poids mort et une charge totale pour cette personne-là. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, souvent cette personne-là, souvent c'est elle qui va nous faire vivre financièrement. La plupart du temps, ils vont gagner plus que nous, ou bien nous, on va perdre notre revenu, on va être constamment au crochet de l'autre. Donc, si ça arrive, ben justement, si la personne est prête à nous faire vivre, ben justement, on n'est pas pour rester assis sur nos deux mains toute la journée, en attendant que la personne rentre pour faire le repas ou le ménage. Non, non. Donc, c'est à nous à faire notre part, qu'on soit homme ou femme aujourd'hui. Messieurs, il ne faut pas faire les vieux dinosaures disent que ta femme en haut, elle ramène le cash à la maison, puis elle fait le ménage, puis la bouffe, puis son devoir conjugal, puis élever les enfants, puis toi tu restes assis à boire ta bière, puis à manger des chips, en écoutant un match de foot. Ça, messieurs, je suis désolé, mais cette époque-là est terminée. Il y en a qui s'en réjouissent, il y en a d'autres qui s'en plaignent, mais la société évolue, donc il faut évoluer avec elle. Puis sinon, ben, je suis désolé de vous le dire, mais si vous cherchez des compagnes ou des compagnons, ben, et l'inverse aussi, là, mesdames. Là. Donc, sinon, vous allez rester tout seul toute votre vie. Je sais que ça n'a pas rapport à la cuisine, puis là, je suis peut-être en train un peu de dévier du sujet, mais je parle que, vu qu'on parle des acquis de la vie quotidienne dans ce genre de trucs-là, ben, les acquis à la vie quotidienne aussi, bon, comme je dis, on peut faire l'ordinateur, on peut faire la cuisine, on peut faire du ménage. Déjà, ça nous occupe, déjà, on est fiers de nous, ça nous évite de payer des frais de femmes de ménage, ou d'hommes de ménage. Et puis en plus, si on se fait des amis, ben, on va dire, ouais, il est autonome, c'est tout propre, et blablabla. Et en plus, ça nous permet plus tard, peut-être, de séduire une autre personne, puis de dire, écoute, il est quand même assez débrouillard ou assez débrouillarde. Donc, pourquoi pas faire ma vie avec? Ça aussi, ça fait partie des acquis de la vie quotidienne. Apprendre un peu à savoir faire la bouffe, avoir une hygiène personnelle, être toujours propre, bien coiffé, bien rasé, bien bon. Ça aussi, ça en fait partie. Les non-voyants, les malvoyants ne sont pas toujours obligés d'être habillés comme des clochards. C'est totalement ridicule. Donc, il faut être bien dans notre peau, bien dans notre tête, bien sur notre corps, dans notre corps, sur notre corps. Socialiser avec les autres, pas rester dans notre coin comme des sauvages. Puis tout ça, il y a un tout. C'est ça, apprendre à vivre. Je dis pas en acceptant notre handicap. La plupart des gens ne l'acceptent pas. Mais apprendre à vivre avec. Parce que maintenant qu'on a le handicap, ben, la vie continue. On va pas tout aller s'acheter, comment dirais-je, des trucs pour mettre fin à nos jours. Il n'y en a absolument pas question. Ça, c'est être lâche. Donc, il faut vivre les années qu'on a encore sur cette terre pour essayer de se remonter soi-même et plus tard pouvoir aider ceux qui sont semblables à nous ou qui éprouvent d'autres maladies ou d'autres inquiétudes, justement à rendre à la vie ce que la vie nous a donné en aidant nos prochains, en s'aidant soi-même en premier, toujours. Mais après, si on a encore de la santé ou de l'énergie ou des finances, aider les autres déjà dans notre famille, les gens les plus vulnérables. Après, peut-être aider les voisins autour. Puis après, ça évolue.
Donc peut-être faire du bénévolat quelque part pour nous sortir un peu de la maison lorsqu'on en a marre de faire de la bouffe, le ménage, écouter la télé, écouter le foot, je sais pas. Donc faire un peu de sortie selon nos moyens et nos capacités physiques. Donc désolé de ce petit laïus, mais je l'ai eu au cœur, là, puis je connais tellement de non-voyants qui restent assis chez eux à rien foutre. Quand je dis rien, c'est rien. À se plaindre, quand ils voient les autres faire des choses, ben, ils se plaignent, ils sont comme jaloux parce qu'ils se demandent pourquoi les gens aiment telle ou telle personne puis qu'on les aime pas eux. Écoute, faites d'envie en sorte d'être des gens aimables, déjà de ne pas critiquer les autres alors que vous ne foutez rien, pour aider votre prochain et aider les autres aveugles. Si vous êtes comme ça, là, taisez-vous, restez dans votre coin et fermez-la, parce que c'est pas comme ça que vous allez être utile puis que vous allez être aimé. Donc si vous voulez être aimé, donc déjà faites un travail personnel sur vous-même, à développer votre manière de communiquer. Ensuite, que ça en écrit, que ça soit sur les forums ou n'importe où, il faut être aimable avec tout le monde. La politesse, là, ça n'a jamais nuit à personne. Et ensuite, essayez de trouver des centres d'intérêt dans lesquels vous pouvez vous impliquer pour aider votre prochain. Peu importe le sujet, si vous pouvez faire des blogs, vous pourrez faire des centres d'intérêt, des groupes sur Facebook, des pages web sur Facebook. Vous pouvez apprendre à faire des podcasts sur Dailymotion ou sur YouTube comme Alain et moi on fait. Donc si on est capable de le faire, là, avec un peu de bonne volonté, tout le monde peut arriver à le faire. Ou presque. Presque tout le monde peut arriver à le faire. Donc, il ne faut jamais jalouser les non-voyants qui essayent de faire les bonnes initiatives. Il faut les encourager et faire comme eux. Et ensuite, si on a des trucs, que ce soit en informatique ou en n'importe quoi, de ne pas les garder pour soi comme des abards ou des égoïstes, mais de les partager d'une manière ou d'une autre avec les autres non-voyants. On est supposé être une communauté de non-voyants et non pas chaque... Tu sais, il y a un grand philosophe qui a dit que personne, aucun humain n'est une île. Ça veut dire qu'aucun humain n'est le centre de l'univers, et aucun être humain ne peut vivre sans les autres. Même s'il habitait sur une île déserte, il peut quand même pas se nourrir d'air marin et d'eau de mer. Hein? C'est pas possible. Donc, on a tous besoin les uns des autres. On est tous utiles les uns aux autres pour vivre ensemble une vie communautaire, même si ce ne serait-ce que sur Internet ou par bavardage sur Skype ou tel autre truc. On a tous besoin les uns des autres. On a tous à s'apporter mutuellement quelque chose les uns aux autres. Donc j'arrête mon sermon, pardon, petite déformation personnelle de pasteur, mais je tenais à le faire, et puis je vais faire des petits rappels comme ça de temps en temps. Parce que, Alain et moi, on n'est pas éternel, on ne sait pas le temps combien de temps qu'on va être encore sur ce monde. Mais après, on va espérer qu'il y ait la relève pour justement continuer. Parce que la non-voyance et la malvoyance ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Elle est là pour rester, peut-être pour diminuer un peu grâce à la science, mais jamais on pourra régler tous les problèmes oculaires. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui nous aident, et puis des gens qui continuent notre œuvre quand nous ne serons plus là, ou les œuvres de d'autres qui font déjà d'excellent travail sur Internet pour les malvoyants et les non-voyants. Donc, sur cette bonne parole, prenez bien soin de vous, chers amis, on va vous garder encore longtemps. Continuez à appliquer les mesures de sécurité concernant le COVID-19 lorsque vous sortez de chez vous. Donc, bye bye, à la prochaine, ciao! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars.
À bientôt.